Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez mieux qu'hier, mieux que ce début de semaine, et oui, parce que nous avons eu la clôture du CME, le Chicago Mercantile Exchange, sur Bitcoin, et on est en positif. On clôture la semaine en vert. Et je peux vous dire que on revient vraiment de très très loin. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'est juste temporaire? Est-ce que c'est une forme d'incertitude qui revient par rapport à certains événements? Par rapport à ce qui est en train de se passer certainement aujourd'hui directement au niveau de la conférence Bitcoin. Est-ce que derrière on va avoir une accélération? Est-ce qu'on va avoir une rupture? Est-ce qu'on va avoir un nouvel ATH? Un nouveau plus haut niveau de Bitcoin? Et à côté, est-ce qu'on n'a pas des éléments qui sont plutôt négatifs, que ce soit sur la macroéconomie, parce que oui, on va revenir sur la macroéconomie, quelque chose où on a un pivot de la Fed qui est en train de se préparer, et un changement de ton de Jérôme Powell qui est suffisamment important pour pouvoir le noter, je vais tout vous expliquer très facilement, mais il faut comprendre que oui, on est dans une zone qui est importante, une zone dans laquelle on peut se retourner, dans laquelle on a eu un lancement de l'ETS spot Ethereum qui s'est effectué avec un Sell the News, on va revenir dessus, mais est-ce que ce Sell the News sur Ethereum ne bénéficie pas Bitcoin, et justement est-ce que c'est pas un événement dans l'événement qui permettrait d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus rapidement? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, on va attaquer tout de suite par la macroéconomie, parce que c'est quelque chose qui est très important. Très important parce que nous avons eu une chute cette semaine, une chute la semaine dernière, très forte principalement sur les actifs techno des USA, le Nasdaq principalement, et cette chute a fait mal pas forcément à Bitcoin ou aux crypto-monnaies, mais en tout cas a fait mal au marché en lui-même, suffisamment pour que dans la presse, on ait, ça y est, marqué des crashs de la bulle tech, l'éclatement de la bulle technologique aux USA, donc ça y est, on commence à essayer de créer une forme de peur relativement fort, on est allé juste retester les 19 000. 19 000, c'est 9% de chute en 3 semaines. Je considère que c'est quand même relativement faible, surtout quand vous avez l'habitude de la crypto, où globalement 10% ça peut être une journée, voire même une heure sur certains altcoins. Donc on prend du recul par rapport à ça, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a une macro qui est plus compliquée que précédemment. Mais par contre, on voit que l'impact de la baisse a été relativement faible sur Bitcoin, et que principalement la crypto en elle-même est plutôt détachée de ça. C'est plutôt positif. Quand on regarde aussi le S&P 500, on voit que le S&P 500, c'est compliqué. On est en train d'aller retester plusieurs parties qui sont les gaps ici qui sont présents. Donc on voit bien qu'on est en train d'aller retracer les 5400. On est allé combler une partie du gap, mais c'est pas la totalité qui a été effectuée. Et on a laissé notamment un gap à 5560, donc qui serait cohérent sur la macro sur le S&P 500, donc c'est-à-dire sur l'économie américaine, les 500 plus grosses sociétés de l'économie américaine, aller chercher ici ce petit gap pour potentiellement aller ensuite retravailler un petit peu plus bas, et là on aura une stabilisation pour repartir. Pourquoi on a ici cette rupture? Pourquoi on a une cassure suffisamment forte au niveau du S&P 500 et du Nasdaq? Tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une prise de profit. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, ailleurs, notamment le Russell, donc c'est-à-dire les small caps, les 2000 small caps, ça nous permet de nous donner en fait une différence entre le haut de l'économie américaine et globalement le reste de l'économie américaine. On avait vu cette hyper accélération, et d'ailleurs je vous en avais parlé assez régulièrement en disant que si on faisait une rupture ici, on allait retester cette partie-là. On est allé retester, on a ravalé une partie, et ensuite on est en train de repartir. Donc on est totalement à l'inverse entre le Russell et ce qu'on voit sur le S&P. Quand on compare les deux, on comprend vite que, en effet, il y a une partie des capitaux qui est en train de faire une rotation. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi il y a une rotation? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que c'est une rotation quand on part du Nasdaq et du S&P 500 vers le Russell maintenant? La rotation, c'est globalement le fait de déplacer des capitaux d'un endroit à un autre, prendre des profits dans une zone pour aller réinjecter dans une autre. Et là, globalement, on est en train de prendre des profits dans la tech, et on va revenir dessus en quelques instants, mais vous allez voir que c'est normal, encore une fois, et qu'on est en train d'aller sur du Russell, Russell étant la représentation de l'économie plutôt classique, plutôt résiliente, qui était vraiment en dessous du marché classique, hein. On avait bien une hyper accélération du Nasdaq. Si on prend, hop, on dézoome un petit peu, vous allez vite voir la différence. Alors là, c'est le S&P 500, mais c'est un peu pareil. Vous allez voir qu'on a bien une hyper accélération très très forte, alors que le Russell est resté à faire ça, hein. Si on remet le Russell présent, hop, ici, on voit bien qu'on est resté vraiment en dessous du top qui a été effectué dans la période de novembre 2021, et on n'a toujours pas cassé ce top-là.
Pourtant, on est en train de rattraper maintenant parce qu'on a un déversement de l'économie qui se fait autour de la spéculation. On a pris justement les profits de la spéculation autour de la bulle tech majoritairement, on va revenir dessus encore une fois dans quelques instants, et on se dirige vers des secteurs qui sont beaucoup plus protecteurs, qui sont aussi souvent beaucoup moins autour de la spéculation et qui sont souvent plus proches de l'économie propre US. Et ça se voit aussi quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau d'Apple. On a fait une prise de profit, mais en même temps, est-ce que vous ne prendrez pas des profits ici? C'est tout à fait logique. Pareil, on va regarder Amazon. Amazon, on a une hyper accélération, c'est logique de prendre des profits. Ici, Google, pareil, c'est aussi normal d'avoir cette prise de profit, bien que c'est quand même relativement agressif. Meta, pareil. Microsoft, Nvidia, pareil. Tesla, bon, Tesla, c'est pas pareil. Tesla, c'est encore autre chose. La problématique de Tesla, c'est qu'il y a de très très faibles marges en ce moment dans les retours qui ont été effectués, et qu'on a un driving du cours qui se fait plus autour du véhicule, mais autour d'une modification de ce qu'est réellement Tesla. Ce n'est plus maintenant une société autour de l'automobile, c'est une société autour de l'intelligence artificielle et de la robotique. Clairement, c'est ce qui a été annoncé, c'est le switch qui veut être effectué, mais donc là, on pourrait même voir sur du long terme potentiellement une réaccumulation sur Tesla, mais ça c'est encore une autre discussion, c'est encore un autre sujet. Mais ce qu'il faut comprendre dedans, c'est que ici, c'est logique d'avoir des prises de profit. C'est logique d'avoir une respiration. C'est logique aussi quand on regarde les différents retours qu'on a pu avoir des différentes sociétés. On voit qu'à un moment donné, il y a le travail des marges qui a été effectué en 2021, 2022, 2023. Bon, là actuellement, ils peuvent plus travailler beaucoup plus les marges. Donc là, on a une stabilisation, mais qui est encore une fois normale. Mais la grande question que tout le monde se pose, et notamment l'économie, et peut-être une des raisons pour lesquelles on commence à avoir une rotation de capitaux, c'est est-ce qu'on va avoir les pivots de la Fed? Pivot de la Fed, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que Jérôme Powell dise « ça y est, on baisse les taux directeurs de la Fed ». C'est des taux qui sont très importants, qui permettent de déterminer la capacité de pouvoir se financer d'une société et d'un gouvernement. C'est les taux d'intérêt dans lesquels les autres banques doivent se référer. Et ça, c'est vraiment très important. Et dessus, on a un Jérôme Powell en début juillet, ça date bien du 2 juillet, qui nous dit, dans une prise de parole officielle, qu'il faut davantage de preuves de la baisse de l'inflation avant de réduire les taux. Là, on a vraiment une prise de parole très très fort, et donc le 2 juillet, revenons sur nos petits graphiques pour bien voir où on se positionne. Alors, on va se positionner ici, 2 juillet, bah oui, quand il nous dit ça, qu'il nous faut plus de taux, qu'est-ce qui se passe? On pousse, et on pousse très très fort. Ok, maintenant on va se repositionner sur une autre prise de parole, parce que oui, monsieur Jérôme Powell, quelques jours après, donc c'est juste, on prend 2 juillet, 16 juillet, donc c'est vraiment pas loin, Jérôme Powell ouvre enfin la voie à une baisse des taux sur cette fin d'année. Et oui, a priori pour lui, ça y est, on a suffisamment d'informations pour repartir. Donc on est sur 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 jours? Bon, bah, pas grand-chose, hein, on va regarder ça dans quelques instants, mais bon, ce qui est important de voir, c'est que le 16 juillet, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cours sur le 16 juillet? 16 juillet, on va repasser en daily, hein, histoire de voir bien quelque chose de façon correcte. 16 juillet, on est ici, et oui, 16 juillet, voilà. Donc là, on a globalement un Jérôme Powell qui nous dit « Attention, on ne va pas baisser tout de suite les taux, le marché réagit à la hausse, attention, on va baisser les taux, le marché réagit à la baisse très fort. » Et oui, on n'oublie pas que toujours, bien que le marché attende le pivot de la Fed, bien qu'on a besoin d'un pivot de la Fed pour pouvoir avoir accès à plus de liquidités, on a une réaction du marché qui va être justement fort sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, parce que ce sont des sociétés qui ont été très peu impactées par justement ces taux, parce qu'ils n'ont pas de problème de financement. Par contre, à côté, on a le Russell qui, lui, est vraiment impacté par la capacité de financement, parce qu'ils ne vont pas chercher de l'argent sur les marchés financiers, ils vont chercher principalement de l'argent à travers des prêts, ou en tout cas une structuration autour des prêts. Et donc, on a bien une économie à deux temps qui est en train de se faire, une rotation des capitaux qui est en train de se faire. Maintenant, la question, elle est, ok, Jérôme Powell va baisser les taux, on le sait, d'ici la fin de l'année. C'est peut-être très peu de diminution, mais dans tous les cas, il y aura l'amorçage de cette chute, de ce pivot qui va être très important. Clairement, durant ce pivot, je pense qu'on va avoir une chute de l'économie américaine, ou en tout cas une baisse du Nasdaq et du S&P 500 avec une respiration qui risque d'être assez abrupte
en termes de chute, mais qui va être relativement contrôlé. Dans tous les cas, qu'est-ce qui a permis de déterminer à notre ami Jérôme Powell que, ça y est, on va passer, de ce côté-là? D'un côté, on a le taux de chômage qui pousse, hein, 4,1. Forcément, on sait que quand on gasse les 4%, ça commence à être compliqué, on peut aller très très vite très haut, donc le chômage, ça veut dire aussi l'économie réelle, et qui est une représentation des obligations de la Fed. La Fed a l'obligation de maintenir ici, forcément, l'inflation à la baisse, mais aussi le chômage bas, d'accord? Ce sont ces deux indicateurs. Et on a une inflation qui, en effet, se dirige vers les 3%, qui potentiellement va aller en dessous des 3%, et dans tous les cas, on a un taux de chômage qui est en train de monter, donc il y a une réaction qui doit être effectuée, et à un moment donné, cette réaction doit arriver. Ce qui est bien, c'est que à partir du moment où on a une baisse des taux, on va avoir derrière peut-être un désintérêt de la tech, un désintérêt en tout cas du marché equity classique, et certainement aussi une prise de risque. C'est quelque chose dont on avait déjà abordé dans plusieurs vidéos, mais il faut comprendre que c'est le cycle classique de rotation des liquidités, et à un moment donné, quand on va avoir une injection de liquidité, il va falloir voir où est-ce que cette injection de liquidité va aller. Et c'est là où c'est le plus important, et c'est là où potentiellement Bitcoin a un rôle à avoir. Parce que oui, on pourrait avoir vraiment un déversement de liquidité dans Bitcoin. Et ça pourrait être aussi cumulé avec les élections américaines, un élément suffisamment fort pour faire une rupture haussière au niveau de BTC. On va revenir dessus dans quelques instants, vous inquiétez pas, parce que on a des éléments, notamment avec les ETF, qui nous permettent d'avoir en fait cette réflexion et de pouvoir se projeter sur du court, moyen, long terme. Bitcoin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a clôturé en positif, et je peux vous dire, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, que ce n'était pas gagné, parce que on a eu une vente de Mongox, on a eu, encore une fois, le lancement de l'ETF Ethereum, qui a fait énormément de pression baissière au niveau d'Ether, on en avait déjà parlé, et je vous avais expliqué que dans tous les cas, ça allait chuter au moment du lancement, et c'est tout à fait normal, quand on regarde justement la représentation d'Ethereum sur Bitcoin, on voit bien que c'est en train de chuter, ça veut dire que ici c'est pas Bitcoin qui surperforme Ethereum, c'est Ethereum qui sous-performe vraiment Bitcoin, parce que on a une sortie de capitaux qui est conséquent. Maintenant la question que j'aimerais vous poser et que j'aimerais qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas une partie des capitaux qui passent d'Ether vers Bitcoin? Pourquoi on aurait ça? Parce que on est quand même dans un momentum qui est plutôt positif sur Bitcoin maintenant. On a toutes les différentes épées de Damoclès qui sont retirées, on a Mongox qui est en train de se terminer, on a le gouvernement allemand qui a arrêté ses conneries, qui a liquidé sa position et donc qui ne peut plus faire de mal. Alors oui, il y a d'autres états, je suis d'accord avec vous, mais somme toute, on a bien vu l'impact que ça pouvait avoir et on reste relativement résilient, que à côté Bitcoin montre ici une forme de résilience très forte par rapport à ce qu'on peut voir sur l'économie américaine. Alors, regardez, 1, 2, 3 bougies, ok, on remet encore nos 3 bougies, 1, 2, 3 sur le Nasdaq. Hein. Donc on voit bien la différence, on voit bien que ici BTC a son propre agenda et est en train de fonctionner de façon propre. Donc à un moment donné, oui, BTC est en surperformance de l'ensemble du marché et il y a un certain intérêt à se positionner dessus. On va revenir dessus encore une fois dans quelques instants. Ici, j'aimerais vous noter deux choses. Un, sur le BTC, le CME, donc qui est le Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur de Bitcoin. Globalement, c'est des positions sans détenir du Bitcoin. On peut ouvrir des positions, ça s'appelle des contrats futurs. Et c'est principalement utilisé sur le Chicago Mercantile Exchange par des institutionnels. Et on voit qu'on est allé chercher la liquidité de ce top-là. Ici, nous avons clôturé en weekly au-dessus de ce top-là. Ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est même vraiment positif. D'accord ? La seule problématique, c'est que c'est sur le CME, mais quand on regarde ici sur le Total Index qui représente le marché classique spot, bon, on voit que c'est pas le cas. Donc on a une différence entre les deux. On a une différence qui est suffisamment forte pour se poser des questions sur la réalité de la clôture weekly qu'on est en train d'avoir et l'impact que ça pourra avoir à la réouverture lundi. Et pour moi, cet écart entre les deux correspondrait réellement à ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on irait chercher en effet les 70 000 pour potentiellement avoir une chute baissière. Ici, ça va être vraiment très important, dans lequel on risque d'avoir une accélération haussière ce week-end. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un événement qui est très important, qui est une des plus grosses conférences Bitcoin au monde, et dans lequel nous avons Donald Trump qui va parler justement à cette conférence. Donc on va avoir un focus médiatique sur Bitcoin. Est-ce qu'on va avoir un intérêt fort dessus? Peut-être pas, mais en tout cas, ce week-end, on pourra avoir un total index qui, justement, pourra aller chercher au-dessus des 70 000 et potentiellement même aller chercher les 72 000, dans lequel on a pas mal de liquidités et renforcer ce top-là. Et ici, ensuite, à l'ouverture du marché américain, donc à l'ouverture du CME, on pourra avoir un gros dump très très fort dessus. Et donc là, on irait chercher d'autres objectifs pour aller chercher le bas de canal
encore une fois, il ne faut pas être pressé. Et ça, c'est le plus important. Je rappelle qu'ici, on est dans une période de léthargie. Le but, c'est de faire travailler les émotions. On a eu énormément d'intérêt ici. Beaucoup de personnes qui sont rentrées là. Beaucoup de personnes qui sont en train de capituler. Et ici, très peu de personnes qui sont intéressées. Et justement, c'est là où c'est intéressant. Parce qu'on a des preuves d'accumulation. C'est une réalité, on sait qu'il y a une accumulation qui est en cours. Si on regarde des graphiques comme par exemple on-chain, donc c'est-à-dire directement sur la blockchain, on voit qu'on a un certain nombre d'adresses qui sont spécialisées dans l'accumulation de Bitcoin, qui sont en train d'accumuler du Bitcoin. Ce n'est pas pour rien, justement, qu'il y a cette augmentation. On voit bien ces courbes ici roses, où on voit bien l'accélération de l'accumulation, et globalement, on voit bien que depuis qu'on est arrivé dans cette période-là, ici on est dans une phase de réaccumulation relativement forte de ces adresses-là. Donc il y a une véritable demande au niveau de BTC, et c'est pour ça que, encore une fois, on prend beaucoup de recul. Nous sommes dans une phase de léthargie. Dans cette phase de léthargie, hop, on va prendre celui-là comme graphique. Dans cette phase de léthargie, c'est normal de se poser des questions, c'est normal ici d'avoir un désintérêt, c'est normal d'avoir une oscillation entre la peur et la cupidité, parce que c'est exactement ça que vous avez actuellement sur Twitter. Un coup, on est en full green, ce qui est le cas durant cette bougie d'accélération, c'est ce qui est le cas ici dans la clôture qu'on est en train d'avoir, et sinon on est dans la full peur, dans cette bougie-là, où on se dit que globalement on est retour à 20 000, que c'est la fin du bull run. Ici, on commence à parler du fait de casser un nouvel ATH, on passe de l'un à l'autre, et forcément dans une semaine, passer de l'euphorie au désespoir, psychologiquement c'est compliqué à gérer, c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de recul. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai mis à disposition gratuitement en commentaire en description un guide psychologique dans lequel vous pouvez définir justement votre profil d'investisseur et valider derrière est-ce que oui ou non la stratégie que vous avez et le portefeuille que vous avez correspond à votre profil. Et justement, vous avez un guide de 24 pages qui vous permet de comprendre les différents profils psychologiques, pourquoi, comment, avec derrière des exemples de portefeuille pour pouvoir justement appréhender ces phases de marché qui sont compliquées et surtout en profiter. En profiter, oui, parce que quand on regarde ici notamment les ETF, que ce soit l'ETF spot Bitcoin, il y a un intérêt, on voit qu'on a un regain d'intérêt depuis juillet, une accélération des achats qui sont bien présents, des achats qui sont toujours présents, même si ici on est en train de se calmer. Est-ce qu'on est en train de se calmer parce qu'on est sur un prix qui est peut-être déjà trop au niveau de Bitcoin par rapport aux différents achats? Peut-être, mais pour moi ce n'est pas forcément le cas. C'est en train de se calmer parce qu'à un moment donné, on a une phase de sell the news qui est présente avec justement le lancement de l'ETF spot Ethereum, et dans lequel ça ne loupe pas, on est en train de liquider une grosse partie des positions. Quand on regarde, on a eu une sortie de 341 millions de dollars d'Ether au niveau des ETF. Et quand on regarde, c'est uniquement notre ami Grayscale Capital. Et là, nous avons 1,5 milliard qui sont sortis au niveau de Grayscale Capital. Et ça fait vraiment mal. Encore une fois, quand on regarde ça, ça sous-entend que principalement, on a encore à peu près 3-4 semaines comme ça. C'est ce qu'on a vécu sur le TF Spot Bitcoin. Quand on fait la représentation de la sortie d'argent de Bitcoin, à peu près 50-60% du volume total, c'est à peu près le temps que ça prendrait si on continue à sortir de cette façon-là pour arriver à peu près au même ratio que le TF Spot Bitcoin. Et donc ça veut dire qu'on va avoir encore une fois sur Ethereum une pression baissière qui va être très forte, et c'est peut-être une opportunité à saisir de ce côté-là. Et peut-être justement aussi avons-nous un changement de momentum. Ici peut-être nous avons un changement où les personnes passent d'Ethereum vers Bitcoin. Parce que oui, Bitcoin a le vent en poupe, parce que oui, Bitcoin, c'est le mot qui revient beaucoup dans les présidentielles américaines. On parle très peu d'Ethereum, on parle beaucoup de Bitcoin, on parle même uniquement de Bitcoin, et très peu d'Ethereum, et vaguement des cryptos. Et donc peut-être que le switch est en train de se faire, où il y a un focus, où les personnes sont en train de se concentrer majoritairement sur Bitcoin. Et c'est peut-être là le début justement du bull run, parce qu'on commence toujours par Bitcoin avant d'avoir le reste, encore une fois. C'est toujours Bitcoin qui mène la danse au début, et ensuite les liquidités se déversent dans le reste. Encore une fois, cette fin d'année 2024 va être très intéressante. Je vous rappelle que nous avons les élections américaines. Nous avons ici certainement le pivot de la Fed qui va avoir lieu. Nous avons le cycle en lui-même de Bitcoin qui se met en place, où justement, normalement, nous avons le début du bull run qui arrive fin 2024 quand on respecte le cycle de 4 ans habituel. Nous avons passé le halving en avril. Oui, nous avons les ETF qui sont arrivés, mais les ETF, on n'oublie pas que ce sont des vecteurs d'accumulation
de richesse et dans lequel les institutionnels vont passer par justement ces ETF-là pour investir. C'est plutôt un catalyseur que plutôt autre chose. C'est juste qu'on a eu une hyper-accélération avant, mais encore une fois, le cycle reste identique et pour moi restera identique encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.